entre 87 et 2014, combien de gens sont nés dans la vibration du faux? Combien de Burkinabés sont nés dans l'énergie de l'assassinat? Voilà les gens, ils mettent des millions, des milliards pour construire des belles universités avec des écoles primaires pourries. Mais quand le cerveau est bougé, à partir de 0 à 7 ans même, ça devient compliqué. C'est cette partie-là qu'on doit miser des milliards. Récemment, il y a eu un fait qui s'est fait au cours d'un voyage du président Emmanuel Macron vers le Vietnam. On voit une image dans laquelle son épouse, on ne sait pas si c'est une gifle, on ne sait pas si elle le repousse. Bref, j'imagine que vous avez vu cette image. Vous, en tant que métaphysicien, quelle est l'interprétation que vous faites de cela? Il faut d'abord réussir dans la vie avant de chercher à avoir une femme. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quel est le meilleur moment pour chercher à avoir une femme avec qui partager sa vie? Les éditions Argent Livre vous donnent rendez-vous pour le week-end de l'écrivain les 5 et 6 juillet 2025 dès 9h à l'hôtel Azalaï de Ouagadougou. Un événement incontournable qui met en lumière les auteurs et entrepreneurs africains avec plus de 1500 participants attendus, des conférences et masterclass exclusives et une formation sur l'écriture. Contact 70 30 17 74 ou 61 57 73 47. Au fait, le problème est que une maladie, c'est comme le cancer. Ouais. Le jour que tu vas apprendre que tu as le cancer, il a germé dans ton corps pendant minimum 10 ans. Tu es d'accord? Tu es médecin, tu dois savoir plus ça. ou moins, mais ok. Oui. Donc, on ne se lève pas un bon matin, manger son plat et puis on a le cancer. On est d'accord. C'est une question de germination progressive. Donc, lorsque on réfléchit, moi j'étais sorti en 2017 dans toutes mes émissions, je disais que ça ne peut pas passer comme ça. Ça ne va pas donner parce que c'est une programmation. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, quelqu'un a dit que si tu veux comprendre la Deuxième Guerre mondiale, il faut étudier la Première Guerre mondiale. Et si tu veux comprendre la Première Guerre mondiale, il faut étudier les razzias. Et si tu veux comprendre les razzias, il faut étudier encore la traite négrière. Et si tu veux comprendre la traite négrière, il faut étudier les pénétrations. Et petit à petit, tu deviens même préhistorien. Tout à fait. Donc, de la préhistoire, si tu veux comprendre l'histoire, il faut comprendre la préhistoire. Étape. Donc, on ne peut pas se lever comme ça, avec des analyses bidons, que c'est une crise, je dirais quoi. Ils ont employé un terme là. Que quoi? Quoi. Ils ont dit que quoi? Que la crise là est quoi? Que c'est... Oh, j'oublie le mot. Ils ont donné des mots bizarres. Et pourtant, on doit repartir en 1987. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui d'abord, au Burkina, tu dois repartir d'abord en 87. Et bien même avant, parce que Thomas Sankara était venu corriger quelque chose qu'on a implanté en 1960, et moins que ça. Et il est venu, il a pu quand même stopper, et il a travaillé dur pendant 4 ans. Et nous, on a atteint l'autosuffisance alimentaire. Il était en train de mettre le Burkina Faso vraiment dans la burkinabité, c'est-à-dire l'intégrité. Et après, ils ont stoppé. Et quand ils ont stoppé ça en 87, on a eu 27 ans pour préparer ce qui se passe. Et pendant les 27 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Corruption, ça passait comme une lettre à la poste. Éducation, on bâclait. Ceux-là même qui pouvaient se parler à la télé, c'était des voleurs, la plupart des cas. Les exemples n'étaient pas des exemples. Pendant 27 ans. Et les gens ont fait des enfants dans ça. Voyez-vous? Les gens se sont mariés dans ça, ils ont eu des enfants dans ça. Et on s'est multiplié dans ça. Parce qu'en 87, on n'était même pas nombreux. Mais en 2014, pendant l'insurrection, on était à peu près 18 ou 20 millions d'habitants. Donc, entre 87 et 2014, combien de gens sont nés dans la vibration du faux? Combien de Burkinabés sont nés dans l'énergie de l'assassinat? Combien de Burkinabés sont nés dans l'énergie négative? Mais ces gens-là, il faut les laver. Ces gens-là, il faut une formation spirituelle et métaphysique. Et donc, quand la paille était sèche, quelqu'un a juste jeté son allumette et ça a pris du feu. Et quand ça prend du feu, c'est ceux qui éteignent ce feu qu'on accuse qui sont lents, qui n'ont qu'à aller vite, qui a promis d'éteindre le feu en 6 mois. Moi, je vois souvent des églibiciens qui disent
en haute et bête voix que le président Ibrahim a dit qu'en 2 ans, il peut éteindre ce feu, que pourquoi ça dure. Bon, vous voyez, ces gens-là, moi, je pense qu'ils font partie du problème. Donc, pour dire que le cas particulier burkinabé, c'est une préparation psychologique et que n'importe quel spirituel qui traversait ce pays en 90 ou bien en 2010 savait qu'avec le temps, ça va chauffer. À travers l'éducation délaissée, on voyait des gens vraiment qui se promenaient dans les rues, qui mendient. Et si tu te poses la question, il est enfant, il fait mendicité. Mais quand il devient grand là-haut, parce que quand un enfant qui va à l'école, par exemple, on sait qu'un jour, il peut devenir un fonctionnaire. Oui. Mais un enfant qui se promène à une boîte, qui mendie, quand il devient grand, qu'on me dise exactement, il devient quoi? Il devient quoi? On n'a qu'à me dire. Moi, je sais qu'un enfant qui part à l'école, qui bosse, en cas de succès, on peut le récupérer à quelque part et puis on le paye. Oui. Ou bien, de toutes les façons, on peut citer au moins 20 choses qu'il peut faire. Oui. Mais un enfant de 5 ans, 10 000 enfants de 5, 6, 7 ans qui se promènent pour mendier avec des boîtes, qui dorment dehors sur des ponts, sous le regard silencieux de tout le monde. Quand ils auront 25 ans, qui va me dire exactement où ils sont? Personne. Aucun politicien, aucun soi-disant religieux ne peut me dire où se trouvent ces enfants exactement à 25 ans. Il n'y a pas de... Maintenant, on a vu ça ici pendant des années. Des enfants qui se promènent, qui dorment dehors, et à la fin, on ne sait pas où ils sont partis. Donc, il ne faut pas croire qu'on regarde le résultat, mais ce sont des préparations que peu de personnes arrivent à lire. Et ceux qui savaient lire savaient que ça, là, il faut qu'on sorte. Donc, pour moi, et si je vais généraliser maintenant côté africain, c'est toujours le problème du début. Quelqu'un a dit que si on éduque bien les enfants, on ne se fatigue plus avec les adultes. Quand on éduque bien les enfants, on ne se fatigue plus avec les adultes. Mais la question que je pose, est-ce que nos enfants sont bien éduqués? Comment une université peut être plus belle qu'une école primaire? Vous avez fini de gâter. Attendez. À quoi ça sert d'être hospitalisé dans l'hôpital le plus luxueux de ton pays? Ça sert à quoi? Ben, je suis couché, ça fait 2 mois, mais attention, hein, c'est dans l'hôpital le plus luxueux, je paye ma chambre à 100 000 francs. Mon ami, tu es malade ou tu n'es pas malade? Non, voilà, les gens, ils mettent des millions, des milliards pour construire des belles universités avec des écoles primaires pourries. Mais quand le cerveau est bougé, à partir de 0 à 7 ans même, ça devient compliqué. C'est cette partie-là qu'on doit miser des milliards pour que les écoles primaires soient vraiment les écoles les plus belles. Et on éduque, et les universités, on les fait sous des arbres. On prend un manguier, on dépose les étudiants et on les forme. Mais les enfants, mais regardez les écoles primaires en Afrique. Il y a des margouillards, des serpents, tout type de reptiles de tous bords peut être trouvé dans des écoles. Maintenant, c'est après, ouais, on vous présente l'université des temps, on est en train de construire. L'université, c'est pour faire quoi? C'est pour recevoir qui? Quelqu'un qui a côtoyé des reptiles depuis son enfance. Après, il se retrouve dans une université carolée. Il ne comprend rien. Les Djoula disent « Atiana Kaba ». C'est-à-dire, on rentre maintenant dans un processus de réparation. Et fabrication vaut mieux que réparation. Tout à fait. Donc, ça aussi, c'est un problème, je dirais, macro, sur le plan africain. Mais au cas burkinabé, parce que en Morée, on dit que quoi? C'est-à-dire le loup, quand il veut attraper un mouton, c'est qu'il y a une forêt à côté. Oui. Si le loup ne voit pas forêt, il n'attrape pas le mouton. Parce que si tu attrapes là, tu vas aller manger où? Tu ne peux pas attraper un mouton là et puis te promener comme ça. Tout à fait. C'est pas toi qui as élevé. Donc, les crises d'insécurité, les gens observent d'abord les Africains, comment ils font. Est-ce qu'on peut payer les jeunes à 10 000 dans votre pays? Est-ce que quelqu'un a déjà commis des gaffes même à cause de 100 000? Lorsqu'on a ces résultats en main, l'exploitation de cette jeunesse devient facile. Arrivé à Dubaï, tu vois des jeunes de 21 ans qui roulent des Rolls-Royce, des Ferrari, des Lamborghini, moi j'en ai vu. Est-ce que tu peux aller créer du terrorisme à Dubaï? Non.
avec les Émiratis qui sortent à 21h. Les gars, là, moi, j'étais à Dubaï, et ils sortent à 21h. Tu peux passer 3 mois à Dubaï, tout ce que tu vois là, ce n'est pas des Émiratis. Hein. C'est des Pakistanais, c'est-à-dire qui ont porté des boubous qui mais on te marque. C'est comme ça que j'ouvre une parenthèse pour dire certaines sociétés de marketing réseau vous mentent. Ils partent à Dubaï, ils ramassent les ouvriers pakistanais là, ils habillent en boubou et puis ils lancent le réseau que c'était à Dubaï. Regarde les gars là, c'est pas des Émiratis. Hein. Pour réunir 20 jeunes Émiratis là, il faut te lever très tôt le matin. Les gars sortent à 21h avec des Lamborghini, des Ferrari. Maintenant, si toi tu veux aller organiser ces jeunes-là pour qu'ils fassent des attentats ou quoi, et même ils sont là, ils t'écoutent. Maintenant, lorsque tu viens chez nous, ils ont volé poulet hier soir. Poulet de 3500. Quelqu'un a enjambé mur, risqué sa vie pour prendre. Vélo de 35 000 francs. Papa de quelqu'un a volé ça. Tu arrives à la police. C'est le commissaire même qui gère des dossiers de vol de poulet. De vol de portable. Et ils sont nombreux comme ça. Quand tu regardes dans la cellule, on dit qu'est-ce qui vous a amené ici? Il n'y a même pas un qui a commis un crime économique de 10 millions. À partir de 10 millions, eux-mêmes là, on parle de crime économique. C'est poulet, c'est vélo. Quand tu étudies ça, si on tape, même si tu n'es pas métaphysicien, tu sais que si on fait pas quelque chose, quand le mal va venir, les gens coûtent très moins cher. Dans cette préparation, je pense que l'éducation coloniale a eu le temps. C'est pourquoi l'urgence aujourd'hui, c'est de faire appel aux métaphysiciens de mon rang. Je ne me vante pas. Pour que nous, on prenne les gens dans des salles. On sait comment les choses se passent. Une bonne formation, 5 modules, le gars, il change. On appelle ça l'éducation efficiente. Moindre coût, moindre temps. Parce que si le gars a pris 20 ans pour s'égarer, il faut de la métaphysique pour corriger son âme. Maintenant, si vous continuez avec des petits ateliers, avec des croissants, recevoir des financements de l'entrepreneuriat, je dirais, sarcasmique, bon, on veut que les gens, jeunes entreprennent, il y a un fonds dédié à l'entrepreneuriat, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Donc, il y a tous ces aspects. Et je profite de dire quelque chose, que je vais saluer vraiment notre gouvernement pour ça. Et c'est quand j'ai appris, quand ils ont dénoncé un accord de double, double quoi? C'était au niveau des impôts. Je vais le résumer en termes simples, ce n'est pas un terme technique des impôts. C'est que les entreprises françaises payaient les impôts en France et les entreprises burkinabées en France pouvaient payer les impôts au Burkina. Mais celui qui a écrit cette loi, c'est qui? Ça profitait à qui? Moi, s'il y a une loi qui existe, qui permet à des Africains ou des entreprises françaises de payer des impôts en France, alors que l'éducation est financée par la France à travers l'UNESCO, pourquoi on va vous enseigner l'entrepreneuriat? Pour que vous partez entreprendre en Europe, devenir riche et puis venir payer. Ça ne va pas chez vous. Je vais bien doser cette sauce-là. Pour que vendre d'arachide même devant ta porte, tu aies peur. Et ils ont bien dosé ça. Et quand tu prends un diplômé africain, tu les donnes des arachides de vendre, il commence à pleurer qu'il fait chaud. Arachide que sa maman même a produit, là, il ne va pas vendre. Donc, c'est quand ils ont dénoncé l'accord que je me suis dit, tiens. Si j'étais à la place de la France, j'allais mettre minimum 100 milliards d'euros dans l'éducation des Africains chaque année pour qu'on les abrutisse bien, pour qu'ils ne puissent même pas vendre arachide, afin que je puisse créer des entreprises chez eux et payer les impôts en France. On est en business là. Bien sûr. Voyez-vous? Oui. Donc c'est pourquoi, ça quand j'ai appris ça, j'ai dit tiens. Voilà pourquoi je disais que notre éducation est vide. Et certains bandits voulaient commenter ça négativement. J'ai dit non, comment on peut vivre comme ça? Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, je comprends. On ne peut pas venir vous parler de l'entrepreneuriat. Sinon, combien de jeunes Africains allaient aller créer des business en France? C'est vrai. Ils sont des milliers. Et maintenant, on paye nos impôts chez nous. Et aussi, ils viennent créer ici. Et c'est 50-50. Mais combien de jeunes Africains, à la fin de leurs études, peuvent aller créer business à Paris? Laver assiette, même, c'est le luxe pour certains, non? Tout à fait. Donc, c'est pourquoi on doit remettre cette éducation pragmatique sur la table. Et réunir les jeunes maintenant dans des salles de classe, faire appel à des métaphysiciens. Et quand nous, on arrive, on rentre dans la salle, après la formation, le monsieur va changer. Il ne peut pas ne pas changer. Parce qu'il a besoin d'informations dans son esprit et pas dans son corps physique.
Ah, c'est d'ailleurs pour ça que vous dites que les plus grandes guerres sont invisibles. Yes. C'est très profond. The greatest war are invisible. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné de toute votre vie? Moi, j'ai eu la chance qu'on ne m'a pas trop conseillé. Bon, la meilleure leçon, si vous préférez. Ouais, leçon. La meilleure leçon, c'est Jim Rohn qui me l'a donné. You are responsible of your face at 50. Tu es responsable de ton visage à 50 ans. Ton visage là. Quand tu vas prendre photo de toi à 50 ans, visage que tu vois là, tu es responsable. Tu ne vas pas accuser quelqu'un. You are responsible of your face at 50. Moi, je me dis de mon visage là, je veux qu'à 50 ans, quand je vais me regarder au miroir, que je n'accuse personne. Donc, voyez-vous, ça, c'est vraiment quelque chose que Jim Rohn a dit et que ça m'a beaucoup plu. Et parce qu'à un certain âge, on ne peut plus accuser un président. Parce que lorsque tu as 50 ans, par exemple au Burkina, il faut être vraiment un néonté. Tu connais les éhontés, non? Il faut être un néonté avec grand E pour parler mal avec du capitaine. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as 40 ans, 50 ans, le président n'a même pas 40 ans. Toi, tu as 50 ans. Mon ami, tu veux dire quoi? Donc, tu dois te sentir gêné, non? Si le président avait 90 ans, tant mieux. Mais un président de 37 ans, 38 ans, et toi, tu as 50 ans. Tu veux dire quoi? Donc, raison pour laquelle, à un certain âge, tu ne peux plus gréver. Ton père est décédé il y a 20 ans. Ta mère est décédée il y a 10 ans. Tu as 65 ans. Tu vas accuser qui? Tu ne peux même plus mentir. Est-ce que vous voyez? Donc, tu ne peux plus dire, ah, moi j'ai fait ça. Tu ne peux plus mentir. Tu fais face maintenant à la réalité. C'est pourquoi chacun de nous qui suit cette vidéo, visualisez-vous à 70 ans et posez-vous cette question. Je vais accuser qui de la vie que je vis à 70 ans? Tu vas t'en rendre compte que la réponse c'est personne. Mais quand on est jeune, c'est maman, Oui, c'est tout à papa, fait. c'est le système, c'est le gouvernement. Mais à 70 ans, le président a 40 ans ou 50 ans. Tes parents sont décédés il y a longtemps. Tu accuses qui? Donc voilà une leçon qui m'a beaucoup tapé le subconscient. Et je me suis dit que je dois faire feu de tout bois. Oui. Pour réussir de façon responsable et durable. Ouais, c'est vrai que c'est très profond. Je vais vous poser une dernière question. Parce que ça fait, je pense que ça fait, on a combien? 1 heure, 2 heures? 1h26 minutes. Ok. Moi, je voulais savoir, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, on dit que nous sommes dans la génération micro-ondes. C'est-à-dire, les gens veulent démarrer aujourd'hui et réussir demain. Vous, quand même, vous avez démarré en 2012. Il y a eu du temps. Vous avez dû faire preuve de patience, de persévérance, de ténacité. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, pour vous, c'est comment faire pour continuer à croire, comment faire pour rester patient, déterminé, alors que tous les feux sont rouges? Tous les feux ne sont pas rouges parce que ici, c'est toujours l'éducation, la formation. Qui t'a formé? Qui t'a éduqué? Moi, j'ai créé un centre qu'on appelle Amrich. Les étudiants ont commencé la vente ambulante en 2019 avec les licences, les masters. Ils ont été la risée de tout le monde ici à Ouaga. Que ce coach-là vous a fait, vous avez abandonné. D'autres, toi, avec ton master, pourquoi tu le suis? Mais aujourd'hui, ils sont entre deux avions. J'ai dit bien entre deux avions. Pour avoir la poussière de certains étudiants qui faisaient la vente, c'est compliqué. Pourquoi? Ça dépend de ce qu'on t'a montré. Ça dépend des livres qu'on t'a dit de lire. Ça dépend de l'enseignant qui t'a enseigné. Parce qu'on ne peut pas te donner un manguier ou un baobab d'aller planter. Et toi, tu n'as pas une idée de à quelle année ça va commencer à fleurir. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, lorsqu'on t'enseigne, on doit te donner des informations vraies. De quand est-ce que tu verras même les fleurs de ton succès. Donc, ceux qui sont éduqués par mon système, eux-mêmes, ils savent quand est-ce qu'ils doivent abandonner. D'ailleurs, même, ils ne doivent pas abandonner. Maintenant, lorsqu'on ne forme pas les gens, on est obligé de les qualifier de micro-ondes, on est obligé de dire qu'ils vont vite aux besoins. Mais c'est une question d'éducation. Oui. Une fois que tu as l'information et la formation, mais quand tu commences, moi, je ne connais pas quelqu'un dont sa femme dit qu'elle est enceinte et que 2 mois après, il se plaint que vraiment ça dure. Oui, c'est vrai, il ne peut pas dire ça. Il ne peut même pas dire ça.
Ta femme est enceinte. À 8 mois, tu te plains même pas. Tu attends. C'est à partir du 9e mois que tu commences à dire, bon, on va voir. Mais ta femme est enceinte d'un mois, toi, c'est toi qui te promènes pour dire qu'elle n'a qu'à coucher quoi? L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Quand tu commences l'entrepreneuriat avec des formations psychologiques, métaphysiques, et tu n'es plus comme les autres qui commencent ici, après tu abandonnes. Non, tu ne vadrouilles plus. Parce que tu sais ce que tu veux. C'est pourquoi je répète qu'un des plus grands historiens qui s'appelle Joseph Kizerbo a dit, si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne comprends pas ce que tu trouves. Non, mais lorsque tu sais ce que tu veux, tu es Pierre, quoi. Parce qu'au début, il s'appelait Simon. Hein. Maintenant, quand il a commencé à savoir ce qu'il veut dans la vie, il s'appelait maintenant Simon Pierre. C'est-à-dire, il est devenu quelqu'un qu'on ne peut plus déranger. Sinon, au début, c'était Simon. Mais quand il a eu la vision, il est devenu Simon Pierre. Ah, c'est profond, c'est profond. Et pour quelqu'un qui s'est lancé en business et qui a, à un moment donné, il est avec une compagne, parce que ça aussi, ça a un impact dans la vie d'un jeune ou d'un moins jeune. Et à un moment donné, il bosse pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il ne voit pas le bout du tunnel. Pendant combien de temps est-ce que sa compagne devrait attendre? Pourquoi la compagne attend? Ça même déjà, c'est pas que les compagnies qui attendent, déjà il y a un problème ici. Ou du moins supporter pendant qu'il galère. Il n'y a rien à supporter ici. Il n'y a rien à supporter. Moi, je prends toujours le cas de ma vie conjugale avec ma femme, que je profite saluer et que je dis I love you. C'est que quand on commençait, on s'est assis pour tracer même le plan même de notre vie conjugale jusqu'à la retraite. Donc, on ne s'est même pas menti. Il dit, voilà la famille, voilà ma famille. Et donc, on s'est mis à étudier, à lire. J'ai dit, voilà des livres que j'ai lus. Pour qu'on se comprenne, tu lis ça comme moi. Et donc, on a tellement bossé avant de commencer. Et donc, quand on commençait, si elle voit que ma mine est serrée, elle vient. Hein? What's up? Qu'est-ce qui se passe? Si je vois que sa mine est serrée, on attend. Donc, moi, je ne peux pas dire que ma femme m'a supporté. Mais quand on commence à dire que ta femme se supporte, c'est que ta femme, là, elle cherche quoi dans ta vie et puis elle te supporte. On ne peut pas se mettre à dire qu'on supporte. On est ensemble. On est unis pour quelque chose. Est-ce qu'en football, il y a un joueur qui supporte l'autre joueur? Non. C'est que si tu supportes, tu n'es pas dans le terrain. Les supporters sont hors du terrain. Maintenant, quand on est sur le terrain, on ne parle plus de supporters. On est des coéquipiers. Je te donne la passe, tu me donnes la passe. Et quand ça chauffe, les défenseurs montent. Même les gardiens souvent montent. Mais dans une vie conjugale où il y a un qui supporte l'autre, il faut passer nous voir. Hein. Madame même donne des formations sur ça, hein, éducation des enfants et vie des couples. Elle en a fait vraiment quelque chose. Et elle l'enseigne. Elle a Woman Magic Power, One Love Children, pour les enfants. Comment vraiment avoir des enfants. Parce que nous, on a médité là-dessus. On a visualisé, on a dit, voilà comment on veut que nos enfants soient. Et c'est de la magie. Même en étant enceinte, elle faisait des exercices. Et quand nos enfants sont venus, les gens disent que c'est des génies. Pourquoi vos enfants? Il dit, hey, il y a une préparation. Donc, elle donne cours même sur ça. Surtout aux jeunes filles. Beaucoup de gens pensent que quand on finit de se marier, avant de vouloir vraiment se former en vie de couple, c'est comme ce que je disais, l'université là. Une belle université, avec une école avec des reptiles, ça ne veut rien dire. C'est quand on est jeune qu'on participe à toutes les formations de vie de couple. Tu payes ton argent, tu participes. Formation de vie de couple. Maintenant, généralement, c'est 2 messieurs qui ont 10 ans de mariage, qui viennent s'asseoir, qui veulent se consulter parce que ça ne va pas. Et donc, les commerçants aussi de cette vie de couple, eux aussi, ils attendent que 2 adultes viennent dire qu'ils ne s'entendent pas. Bon, il est bien vrai qu'on vit ensemble de temps en temps, mais quand même, il y a des livres qu'il faut lire sur la vie de couple. Il y a des formations qu'il faut suivre. Comment gérer mon foyer? À 18 ans, tu suis ça. À 16 ans. Mais quand on parle de vie de couple, bon, moi, je suis toujours célibataire, ça ne m'intéresse pas. Non. C'est pourquoi je pense que ça, je n'aime pas quand 2 personnes qui vivent ensemble disent qu'ils se supportent. C'est qu'il y a un qui attend que l'autre réussisse pour qu'il profite. Oui. Sinon, ma femme ne va pas dire qu'elle m'a supporté. On joue ensemble. Ouais, et quand vous jouez ensemble,
les change supporters sont hors du terrain. Oui. Donc pour ça, il faut qu'on travaille vraiment à être dans la même énergie. Surtout quand on est entrepreneur. Bon, promis, dernière question, promis. C'est vrai qu'on Non. pourrait encore. On peut continuer, hein, s'il y a du temps. Ouais, On peut let's continuer. go. Ok, on peut continuer avec le problème. Ah, je pensais que. Ok. Il y a aussi cette question des jeunes et des moins jeunes qui revient très souvent. Des aînés qui disent aux jeunes que il faut d'abord réussir dans la vie avant de chercher à avoir une femme. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quel est le meilleur moment pour chercher à avoir une femme avec qui partager sa vie? Est-ce que quand on a déjà réussi ou c'est quand on se cherche? Parce que d'aucuns trouvent que quand on se cherche, une femme peut être un frein. Bon, moi, je trouve que c'est de la misogynie. Ils n'ont qu'à m'excuser du mot. C'est de la misogynie qui est... Tu connais la misogynie? Oui, bien sûr, bien hein? sûr. C'est de la misogynie. Pourquoi? Parce que c'est une tentative d'achat de la femme. C'est une tentative de corruption féminine. Et quand on tente d'acheter une femme, c'est la plus grande injure qu'un être humain qui est homme venant vraiment d'une femme puisse dire à la femme. Parce que quand on voit une femme, peu importe sa taille, peu importe son âge, on voit le reflet de sa mère. Parce qu'une femme, c'est une femme. Voilà, on met sexe féminin. Donc, quand on voit la femme en l'image de sa mère, quand on voit la femme comme la mère de l'humanité, on ne peut pas s'asseoir gaillardement comme ça, dire que moi je vais avoir de l'argent. Ce sont ces gens-là qui manquent du respect aux femmes, en fait. C'est un manque de respect. Parce que pour ma part, lorsque tu commences à dire que je me sens bien pour épouser une femme, ça se passe d'abord dans la tête. Et c'est une responsabilité. Et surtout, vous communiquez. Moi, à l'heure actuelle où je vous parle, je suis à mon 40e mariage. 40 mariages dans mon école, à Amrich. Wow. Les jeunes se marient et ils me fatiguent souvent. Chaque jour, bon, je suis là. J'ai dit, hey, vous là, à chaque fois, on vient me présenter. Et puis, tu ne me présentes pas une copine, hein? C'est interdit. C'est ta femme. Fiançailles et mariage. Et ils sont très jeunes. Très, très, très jeunes. Quand on te dit que lui, là, il est marié, tu vas dire que c'est faux. C'est une question de vie. Et quand vous êtes ensemble, vous connaissez. Vous dites la vérité. Maintenant, vouloir s'assurer que j'ai construit ma maison, j'ai ma voiture, avant d'aller chercher une femme, tu es obligé de la... Tu vas tenter de la respecter, mais ça ne va pas passer. De toute façon, moi-même qui suis métaphysicien, je parle, je ne vais pas vous mentir. Il y a eu des moments où madame et moi, il y a eu quand même des couacs. Mais il y a des mots, ça ne peut pas sortir dans ma bouche. Parce que nous, on a fait vente ambulante ensemble. Moi, je vendais la nuit et elle vendait le jour. Pour qu'on puisse vraiment réunir cette somme-là pour avancer. C'est moi, j'étais marié 7. J'ai tout fait. Mais là, donc, quand moi je vends la nuit, je viens à 21h, elle sort à 8h, elle vient. On dépose l'argent sur la table. J'ai dit, tu as eu combien? On essaie de joker et on lit nos livres, on avance. Aujourd'hui, là, moi, je ne peux pas regarder cette femme-là en face, dire des bêtises. Mais si moi, j'avais cette maison, cette voiture, et je pars chercher cette femme, quand on va vraiment se bagarrer, le mot le plus léger à dire, là, tu rentres chez toi. Tu fais là, tu rentres chez toi. Tu es qui? Donc, pour éviter ça, il faut que nous mettons de côté notre aspect financier et mettre en place un aspect de responsabilité. Parce que même si tu payes un jet privé avant d'épouser une femme, à un certain moment, elle va te dire que jet là, elle n'aime pas. Hein? Moi, je me rappelle que ma femme m'a critiqué mes véhicules. Hein? quand ma Range Rover a commencé à me fatiguer, ma femme m'a dit des choses sur ma Range là. Que c'est quoi ça? Tu es obligé? Tu veux passer ton temps à donner tout cet argent à des mécaniciens? Et bon, d'ailleurs, même moi, je ne vais pas rentrer dedans. Hein. Si tu penses ça, tu investis cette somme-là encore dans cette voiture, tu vas vouloir me chercher là, j'ai risque de dire n'importe. Voyez-vous, ça c'est n'importe quoi. Donc, même si tu cherches l'argent, tu payes guette. La femme va venir dire que la couleur là, ça ne la plaît pas. Que ça, c'est une couleur vraiment, quand elle rentre la nuit, elle n'est pas, surtout quand elle tombe enceinte, elle va dire que guette la foule. Donc, on ne peut même pas tenter de satisfaire une femme dans le vrai sens du terme, avec de l'argent et du matériel. Moi, je ne parle pas des filles, là. Hein. Moi, je parle des femmes. C'est le même F, hein, mais ce n'est pas la même chose. La femme a une autre dimension spirituelle. Elle a juste besoin du respect.
Le matériel, on en a besoin pour agrémenter certaines choses. Mais hey, quand homme même, tu sens que tu as acheté ta femme, quand tu sens au plus profond de toi que c'est à cause de ton argent que ta femme est là, les enfants que vous allez mettre au monde là, en tout cas, eux aussi, ils vont poser tous les actes pour de l'argent. Donc tu commences même à mettre des enfants et que toi-même tu ne comprends pas certaines réactions. Donc pour moi, il faut que les jeunes pensent à ça et assument leurs responsabilités. Et moi j'ai dit à ma femme, si 3 ans après notre mariage et que moi je suis toujours dans des situations bizarres, moi je te donne la permission de partir. Le fait même que tu as accepté que je te marie, je vais te montrer que je t'aime en devenant vachement riche. Pour te prouver mon amour, s'il te plaît, laisse-moi. Je vais réussir. C'est ce que je disais à ma femme. Et là aussi, il ne faut pas durer. Si on fait 10 ans ensemble et puis le succès ne vient pas là. Ah, si tu peux partir, il faut partir. Mais je te donne 3 ans. Je vais travailler comme vraiment un fou pour te prouver que je t'aime. Et donc, je l'ai fait. Et je suis en train même de vouloir faire mieux. Donc, il ne faut pas que les gens vont se payer vraiment cette fausse idée de croire que c'est en gagnant de l'argent, en construisant ou en payant des voitures qu'on peut aller séduire une vraie femme. Ouais. C'est compliqué. Donc, mais il ne faut pas que ta femme va avoir faim aussi chez toi. Voilà, parce que quand la femme commence à avoir le ventre vide, c'est un homme aussi. Ah, lui aussi, il n'a qu'à le voir, c'est parce qu'il n'est pas un homme. La femme ne peut pas venir avoir le ventre vide, dormir sans manger 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que toi, tes enfants aussi n'ont pas à manger. Ce n'est pas de ces hommes-là que je parle. Hein. Ce n'est pas de ce type d'amour aussi que je parle. Je ne suis pas d'accord pour ça. Et un homme qui a de grandes ambitions, un homme qui se cherche, comment est-ce qu'il doit faire pour trouver une femme qui lui correspond? Je dis ça peut vous paraître banal comme question, mais ce sont des vraies questions, des vrais problèmes que des gens avec qui je traîne rencontrent. Bon, pour moi, on ne trouve pas une femme. On rencontre une femme. D'accord. Parce que quand on dit trouver, on parle de fouille. Ouais. Parce que les chercheurs trouvent, les archéologues trouvent. On n'a jamais dit qu'un archéologue a rencontré une pièce historique ou préhistorique. Tout à fait. Ouais. On dit qu'il a trouvé. Et qui parle de trouver, un archéologue qui trouve, il a jeté beaucoup de choses avant de trouver. Il fouille, il prend cette pièce-là, il sonne, il trouve que bon, ça là c'est 100 ans. Ça mène. Et jusqu'à ce qu'il trouve une pièce de 2000 ans. Mais combien de pièces il a jeté? Maintenant, les hommes qui sont dans l'idée de trouver seront obligés de blesser plusieurs filles, seront obligés de sortir avec plusieurs filles en voulant trouver celle qui les... Non, on rencontre. Et la rencontre se fait quand toi-même tu sais ce que tu veux, quand toi-même tu travailles ta personnalité, quand tu rencontres ta femme, tu sais, avec échange. Et j'aime dire aux gens aussi de vérifier l'aspect physique. Les éditions Argent Livre vous donnent rendez-vous pour le week-end de l'écrivain les 5 et 6 juillet 2025 dès 9h à l'hôtel Azalaï de Ouagadougou. Un événement incontournable qui met en lumière les auteurs et entrepreneurs africains avec plus de 1500 participants attendus, des conférences et masterclass exclusives et une formation sur l'écriture. Contact 70 30 17 74 ou 61 57 73 47. Moi je suis pas dans l'affaire de si ça... Moi, je ne suis pas dans l'affaire de... Comment on appelle? Moi, je travaille d'abord physique. Si elle ne m'attire pas physiquement, je n'essaye pas. Parce que le physique, c'est la seule chose qu'on ne peut pas changer sur une femme. Mais on peut la faire docteur, on peut la changer spirituellement, tout. Mais si physiquement, ta femme même ne t'attire pas, parce qu'elle a prononcé une phrase en chinois ou en anglais, tu dis qu'elle est intelligente. Tu pars la marier parce qu'elle est intelligente. Et après... c'est toi qui vas aller sortir avec des belles filles qui sont bêtes parce qu'elles t'attirent physiquement. Donc moi, d'abord, je dis aux gens, quand je dis d'attirance physique, quand il y a une fille qui m'a dit que même cadeau, elle ne va pas me marier. Hein. Ah oui? Oui, parce que physiquement, moi, je ne la dis rien. Donc ça arrive. Hein. Tu vas te croire un beau gosse. Hein. Une fille va te dire qu'elle ne te veut pas cadeau parce que physiquement, elle ne te veut pas. Et il y a des filles aussi, peu importe leur beauté, il y a des hommes même qui sont, excusez-moi, pas aussi ça, mais ils vont dire que cette fille-là lui ne veut pas. Donc il y a des attirances physiques. Donc si vous attirez physiquement, c'est déjà quelque chose. Et après, vous allez travailler maintenant votre vision. Et la rencontre, quand j'ai rencontré ma femme, c'est comme ça qu'un homme doit dire. On s'est rencontrés.
Et la rencontre se fait d'abord sur le plan spirituel et Oui. sur le plan physique. Mais lorsqu'on veut trouver, on est obligé de garder plusieurs numéros, d'avoir plusieurs rendez-vous, de mentir à plusieurs filles. Et après, on se... Donc pour moi, c'est une personnalité à travailler. C'est pourquoi les grands ont tendance à faire des mariages arrangés dans des universités. Donc moi, je paye la scolarité de mon enfant à 70 000 $ par exemple, tout en sachant que toi, ta fille, là, elle est dans la même école que mon enfant, et tu payes 70 000 $. Et la oui. probabilité pour qu'ils se c'est vrai, rencontrent c'est est vrai. très élevée parce qu'ils parlent le même langage du succès. C'est comme ça que les milliardaires font. Et c'est les vrai. couples naissent dans des grandes universités. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on peut le faire dans des salles de conférence, on peut le faire un peu partout. Donc, moi, je parle plus de rencontres. Donc, il ne faut pas vraiment croire que l'univers va mettre sur ton chemin une femme qui n'est pas le reflet de qui tu es. Beaucoup de gens veulent jouer à ce loto. Ça dit, peu importe le bord de ta femme, en tout cas, Dieu va se débrouiller pour que ta femme et toi, là, vous ayez 70% des choses en commun en matière de vision. Donc, travaille ta vision, travaille avec à être une personnalité et l'univers mettra sur ton chemin une personnalité. Aujourd'hui, ma femme est une fierté pour moi parce que je la respecte beaucoup. Elle lit beaucoup. C'est-à-dire, elle est assise sur quelque chose que je veux et que je respecte. Pourquoi? Parce que moi aussi, je me suis battu à ma manière pour que je puisse marcher avec une femme avec qui je peux échanger de tout. Et c'est ce qui se passe. Mais il ne faut pas qu'un jeune homme va se flatter, que lui, il va marcher comme ça, de façon, je dirais, moins disciplinée, et aller rencontrer une fille qui est disciplinée. La probabilité n'est pas élevée. Tout à fait. Et vous avez une cote de popularité impressionnante. Vous avez un aura de fou, brillant, très apprécié, aussi bien des hommes que des femmes. La folie de Einstein ou bien la folie de... La folie. Quelle folie? Aura de fou. Ah c'est comme vous dites beaucoup d'aura, si vous préférez. Si c'est la folie de Einstein, ouais, ça voilà. passe. Oui. Et la question que je m'avais posée, c'est de savoir comment ça se passe avec les femmes. Forcément, est-ce qu'il arrive souvent qu'il y ait des femmes, malgré le fait qu'elles sachent que vous ayez quelqu'un dans votre vie, qu'elles osent quand même faire quelque chose? Bien sûr. Et comment vous gérez ça au quotidien? Oui, mais c'est moi si tu connais ma femme. C'est tout. Oui, et donc... Parce que moi, j'ai travaillé de sorte que la majorité des femmes que je vais rencontrer soient enseignables par ma femme. Est-ce que tu vois? Lorsque ta femme peut cocher des gens, des filles, elle a un niveau. Toi-même, tu sais, l'homme est toujours à la recherche de mieux, même pour les femmes. C'est pourquoi moi, je me suis dit que je dois payer le prix. Pour que quand je suis assis avec une fille, en tant qu'homme, il y a un gars qui a dit que si une belle femme ne dit rien à un homme, c'est un hypocrite, il ment. Si tu comprends un peu. Donc, on ne peut pas se dire que faire semblant. Il y a ce qu'on appelle spécifique masculin, spécifique féminin. Interdit à un homme de regarder une belle fille. Il peut faire semblant. Mais s'il a l'occasion, il va regarder. Mais ça peut s'arrêter. Mais lorsque tu te poses la question, quel est l'objectif? Je recherche quoi ici? La réponse à ça va te faire courir vers ta femme. C'est pourquoi moi je dis, il faut travailler toujours à ce que quand tu penses là, tu dis, celle-là, elle a un niveau. Et donc, on doit travailler toujours à élever le niveau de son conjoint ou de son conjoint pour ne pas vadrouiller. Donc, moi, c'est ce qui arrive à me retenir. Je suis un homme comme tout le monde. Mais quand je pense à la qualité de ma femme, les efforts qu'elle fait, ça là, c'est compliqué. Je me dis, waouh. Donc, c'est ce qui me maintient. Sinon, physiquement, j'apprécie la beauté de ma femme. Mais je ne peux pas ne pas rencontrer une fille qui est belle. Mais toi-même, tu sais que si tu entends même, si ma femme met des passages, tu vas fuir. Tu sais. Donc, c'est comme ça que moi, je pense qu'on doit travailler pour limiter, pour vraiment limiter au maximum certaines vadrouilles. Voilà. Quand tu penses à ta conjointe, tu vois quoi? Tu vois qui? Il y a ça aussi. Donc ça permet à tout homme d'être fier. Et quand la fierté n'y est plus,
On cherche une autre et on raconte ses problèmes. On cherche une autre qui te donne des conseils. À partir de là, maintenant, tu commences à dire que bon, quand ta secrétaire commence à comprendre ton business plus que ta femme, Ah oui. quand ta secrétaire commence à te conseiller plus que ta femme, ça devient compliqué. Et moi, je ne voulais pas ça. Ah oui. Ça devient très compliqué. Mais il y a des gens, ils ont joué avec l'éducation, ou du moins, ils n'ont pas travaillé sur l'éducation de leurs femmes. Ils se sont dit, bon, c'est ma femme, de toutes les façons, elle ne doit pas. Et aujourd'hui, il est obligé de faire de sa secrétaire, avec secret Et terre. terre. Très beau jeu de mots. Très, très beau jeu de mots. Oui. Et j'aimerais qu'on vienne, du coup, la transition, j'aimerais qu'on vienne sur les faits d'actualité. Moi, vraiment, je sais que vous avez toujours une lecture totalement décalée de ce que nous on voit. Vous êtes métaphysicien, ça se comprend. Récemment, il y a eu un fait qui s'est fait au cours d'un voyage du président Emmanuel Macron vers le Vietnam. On voit une image dans laquelle son épouse, on ne sait pas si c'est une gifle, on ne sait pas si elle repose. Bref, j'imagine que vous avez vu cette image. Vous, en tant que métaphysicien, quelle est l'interprétation que vous faites de cela? Bon, moi personnellement, j'ai beaucoup étudié la géopolitique parce que bon, j'ai étudié un peu l'histoire du Vietnam, la guerre du Vietnam avec les Américains. Oui. Il y a eu quand même une participation française, Tout à pas fait. qu'on va se le flatter. Et les Vietnamiens ont vraiment souffert. Ils sont morts à des millions et ils se sont battus. Et aujourd'hui, ils partent faire business, hein, je peux le dire, en Vietnam. Donc, du coup, énergétiquement, il fallait cette petite chose pour dire que, bon, il faut toujours s'assurer que ses ancêtres ont fait du bien là-bas avant d'y aller. Comment ça? Je comprends pas. Quand tu pars dans un endroit où tes grands-parents n'ont pas bien fait, Oui. bon, ça peut ne pas donner comme ce que tu veux. Oui. Non, je ne sais pas si tu n'as pas compris là. Moi, j'aimerais qu'on m'explique en des termes très simples. Je n'ai pas compris. Quand tu pars dans un endroit où tes ancêtres n'ont pas bien fait, la probabilité pour que tu réussisses à 100% ce que tu veux faire, ou du moins ce n'est pas avoir une petite humiliation, est moins élevée. Ah, ok, d'accord. Voyez-vous? Donc, il faut ça. C'est pourquoi nous, on doit toujours travailler dans la positivité. Lorsque il y a des endroits où certaines personnes ne peuvent pas aller parce que son grand-père a décapité des gens là-bas, ses ancêtres ont fait du mal. Donc, quand toi-même tu repars pour implanter un business là-bas, bon, les énergies ne sont pas ça. Mais lorsqu'on apprend que ton grand-père a sauvé un peuple, par exemple, c'est grâce à tes ancêtres que ce peuple est prospère. Et un jour, toi, tu décides d'aller faire business là-bas. Quand tu pars, même si ceux qui sont là ne te connaissent pas, la terre te connaît. C'est-à-dire, il y a une énergie qui t'accompagne. Donc, c'est pourquoi certains pays prédateurs ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir 200 ans en avance. Donc, souvent, c'est de l'ignorance que certaines personnes font en se disant puissants. La puissance, c'est pas ça. Le pays, il n'y a même pas de débat que la Chine devient une hyper puissance. Je ne parle pas d'une puissance. OK? La Chine va devenir une hyper puissance mondiale. Parce que peu importe ce qu'on puisse dire, lorsqu'on sent que les Chinois n'ont pas fait certaines atrocités pour avoir de l'argent, ils sont toujours les bienvenus. Donc c'est pourquoi la Chine a fait un programme sur 1000 ans. Wow. Et les autres font des programmes sur 5 ans, 6 ans. Donc c'est pourquoi je pense que je vais profiter de dire à certains États de penser 200 ans, 300 ans. Parce que Lavoisier, comme je vous l'ai dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais ce que vous dites, on a vu les présidents français aller dans plusieurs ex-colonies. On les a vus au Sénégal, on les a vus au Cameroun, on les a vus même ici au Burkina Faso, sans pour autant qu'il y ait ce genre de scandale. Ah mais, tu as vu les commentaires, comment l'accueil est. Les accueils, c'est ça. Ok. Donc, quand tu pars à quelque part où tu ne peux pas marcher comme tu veux et tout, donc il y a toujours ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours travailler dans la positivité. Travailler toujours dans la positivité. Aujourd'hui, tout le monde veut repartir investir en Vietnam parce que c'est une population très jeune et la main-d'œuvre vietnamienne est
est moins chère même aujourd'hui que la main-d'œuvre chinoise. Donc les grandes multinationales sont en train de vouloir aller s'installer en Vietnam. Mais la nature et la terre du Vietnam vont les poser des questions de ce que vous avez fait en Vietnam ici. Donc s'il y a certaines personnes même qui étaient malins, ils allaient venir nous voir. On allait faire des consultations métaphysiques pour voir comment même ils doivent s'installer en Vietnam. Mais aujourd'hui, beaucoup sont en train de courir parce que et ce qu'ils voient là, c'est des analyses économiques de certains professeurs d'économie qui disent, bon, la population est jeune, la main-d'œuvre est abondante, c'est moins cher. Donc, c'est pas comme ça on fait. Donc, il faut aller au-delà. Et donc, je les souhaite bonne chance aussi. Et il y a aussi un fait qui a défrayé la chronique. Je pense que j'aimerais aussi vous entendre là-dessus, aussi pour les internautes. Il y a eu le cas Liep Limal qui a touché le monde entier, s'il faut le dire comme ça. Et quelque part, vous avez quand même, je vais dire, vous avez été l'une des personnes qui a ouvert les portes du Burkina Faso. Du coup, on aimerait bien ça. Beaucoup de choses se disent. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi je pense que dans ça, ouvert la porte ici, c'est trop dit. Mais moi je suis le plus grand investisseur, bon, sur ceux que je connais, dans ce business. C'est pourquoi je ne voulais pas en parler. Moi j'ai laissé près de 100 millions là-bas. Tout ce que j'ai gagné, c'était ma banque. Hein. Je n'avais pas de banque. Madame et moi, on mettait beaucoup d'argent. Donc, mais pour moi, c'est un bon jour. J'étais assis, on m'a appelé. On m'a dit, bon, tu es le conférencier au Burkina. On veut que tu viennes animer une conférence sur le marketing relationnel. Et donc, je suis arrivé. C'est là que j'ai fait vraiment la rencontre de monsieur ici. Il est venu, il m'a expliqué ce qu'il fait dans son business. Il dit, si c'est ça là seulement, si c'est comme ça que tu veux vraiment que la jeunesse soit... Ça marche, allons-y. Donc, dans ça, moi, j'ai d'abord investi. Après, beaucoup de gens, quand ils parlent, ils me demandent, beaucoup de gens veulent savoir, est-ce que toi, tu as investi? Et après, le contrat qu'on voulait signer, c'est que moi, je forme les gens en spiritualité, développement personnel, pour qu'ils puissent vraiment savoir gérer leur argent, quoi. Donc, et j'ai été invité même à Madagascar pour former des gens et tout. Et après ça, avec le temps... Je pense qu'il est peut-être bien placé. Actuellement, il est en Russie. Il est peut-être bien placé pour rentrer dans les détails. Mais moi, bon, je ne peux pas dire perdre parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Mais mon argent qui est là-bas, souvent, j'ai vu dépenser. Maintenant, quant à ce que les gens puissent dire, tout le monde paie. On crée des business. Des gens même meurent. Donc, moi, j'ai toujours dit aux gens que... Et moi, je connais des sociétés de plusieurs milliards de dollars qui ont cramé. On a vu la bourse qui chute, des gens qui perdent des milliards. Mais là, ça dépend de qui tu es et quelle mentalité tu es. Les gens ont tendance souvent à... Quand ils perdent quelque chose, ils disent « Ah, c'est la faute ». L'infantilisation ou du moins l'enfantillage, nous, on n'est pas dedans. Mais on a vu beaucoup de polémiques. Mais ce qu'il faut noter est qu'il ne faut jamais combattre quelqu'un. Il ne faut jamais combattre business. Si ça va mourir, ça meurt. Parce que si moi je fais parler avec toi, si tu fais parler avec moi, même si c'est dans 70 ans, tu vas apprendre que le coach a rendu l'âme. Donc, un business aussi que tu vois, que ce soit bon ou pas, un jour, ça peut... Donc, moi je pense que si on laisse les choses naturelles, le monsieur pouvait sortir en pleurant comme le PDG de Nokia, qui lisait son discours en pleurant parce que Nokia n'a pas pu s'adapter à la technologie, et dit, je rentabilise parce que le business est... Mais quelqu'un qui a un programme, et que les gens sortent dire que c'est faux. Bon, moi, personnellement, j'y ai mis mon argent, je n'ai pas encore récupéré. Bon, je ne peux pas dire que j'attends, parce qu'au début, mais moi, je disais aussi, il dit, moi, je vais juste vous aider, mais toi, tu ne peux pas avoir ma poussière. Je lui dis ça, hein. J'ai causé avec lui, dit, moi, comme c'est que je vais devenir d'ici 2030, là. Et toi, tu ne gouilles pas avec ton business, là. Ah, moi, je vais te dépasser. Mais comme tu es venu, j'ai vu que c'est une vision. Tout ce que je puisse faire pour te permettre d'atteindre tes objectifs, Wallah, en tant qu'Africain, je vais le faire. Et j'ai beaucoup aidé plusieurs entreprises. D'autres ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. Donc, demain matin, si une autre personne vient avec un projet sérieux, que moi, je trouve que c'est sérieux, tout le monde se trompe, je dis, ok, je t'accompagne. Donc, c'est comme ça que je me dis, si c'est parler, donc je n'étais pas créateur, moi, j'étais investisseur. Mais étant donné que les gens m'ont vu à la conférence, ils disent, ah, le coach est venu animer une conférence, ça donnait quelque chose. Oui, bien sûr. Voyez-vous? Mais même demain matin, nous, on anime. Mais moi, j'ai vu des gens qui n'ont pas été capables de commenter même
Sam Beckfield, le FTX, lui, il est parti avec combien de milliards de dollars? Je voyais des spécialistes en crypto en Afrique qui laminaient même le monsieur, malgré même qu'il soit africain. Et mais quand Sam Beckfield a cramé, personne même n'a dit un mot. Donc ça veut dire que c'est ce que les diplomates aiment dire, que est 2 poids 2 mesures. Oui. Donc j'ai eu une tendance que, bon, moi j'ai une vision de plusieurs milliards de dollars. Donc je veux transformer une jeunesse pour atteindre un objet. Et sur la route là, voilà, tu m'as invité. Moi je coûte actuellement 14 000 millions l'heure, tu sais ça. J'ai fait des vidéos où des gens... Mais quand tu m'as appelé, c'est moi, j'ai conduit. Tout à fait. Tu es venu de la France, tu m'as appelé. J'ai dit, j'ai conduit ma voiture avec ma femme. Je suis venu faire une émission de plusieurs heures. Si ça va t'arranger, mais si demain matin on dit, mon Valère a fait ça, qui n'est pas peut-être positif, et les gens veulent dire que non, on t'a vu avec Valère. Ah bon? Combien de gens on a vu avec des présidents africains ici? Oui, bien sûr. Après même, on a décapité le président, ou bien le président. Est-ce que quand M. Blaise est parti, il est à Côte d'Ivoire, il mange son attaqué. Est-ce que tous ceux qui ont travaillé avec lui au Burkina, on les a enfermés? D'autres même sont devenus ministres. Il y a un même qui est devenu président du Burkina. Et pourtant, il était président de l'Assemblée de Blaise. Mais à un certain moment, Blaise a fait des choses. Il n'est pas dit le monsieur est devenu président. Je parle de rock. Donc, cette manière de faire, c'est peut-être souvent de la jalousie et de la pure méchanceté. Mais quiconque participe à faire tomber business de quelqu'un ne peut plus être business sur cette terre. Tu ne peux même pas contribuer de façon directe ou indirecte à faire chuter business. Parce que si je me rappelle, si moi je fais une vidéo, 2-3 vidéos sur une banque au Burkina, tu sais que je peux cramer cette banque. Bien sûr. Tu sais combien de personnes me suivent? Je suis à plus de 630 000 personnes sur Facebook, YouTube. Si je me lève demain matin, je fais 5 vidéos sur une banque, dire que le DG de la banque a un problème. Il a un cancer. Demain, il s'en va en France pour se soigner. Et effectivement, les gens voient le DG à l'aéroport. Les gens vont dire, ok, moi j'ai 10 millions, j'aime le coach, j'aime le PDG de cette banque. Je vais aller retirer 5 millions au nom de ce que le coach a dit. Et pour l'amour que j'ai pour le DG de cette banque, je garde 5 millions. Et si 100 personnes récupèrent 5 millions, la banque part en faillite. Tout à fait. Tu sais ça, non? Oui, tout à fait. Mais quand certaines personnes avec une haute influence ont commencé à insulter l'IA plus mal à l'entrée de la bourse. Même le monsieur, jusqu'aujourd'hui, s'il m'appelle, hein, tu es le seul être humain dans toute la galaxie l'IA plus mal qui n'est pas allé faire un retrait. Coach, juste, même si je meurs aujourd'hui, avec tout le respect, tu es le seul. Même ceux qui sont proches de moi sont allés retirer tout. Et la courbe ne faisait que chuter. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se disent influenceurs, qui se sont mis avec toute leur énergie à laminer. On pouvait ne rien dire sur l'IA plus mal. Et l'IA plus mal va tomber. Si le président va sortir pleurer, on pouvait ne rien dire. Si ça devait tomber, ça va tomber. Mais lorsque des gens se lèvent, montent sur des chevaux, gratuitement, pour insulter, vilipender, mais même sa femme, même, peut-être même pouvait dire, ah, je vais aller retirer. Alors que, si moi je fais 10 vidéos, j'accuse une banque, les gens vont, demain matin, tu vas voir au moins 10 000 personnes en train de retirer. Moi-même, souvent, quand je vais faire certaines transactions, quand la somme atteint 10 millions, la banque me dit, ah, coach, fallait nous dire à 2 jours. Tu ne peux pas débarquer comme ça, vouloir retirer 10 millions, c'est beaucoup. Et je sens que si la population se met à retirer même 20% de ce qu'ils ont en banque, la banque va tomber. Mais de toi à moi, quelqu'un qui a jusqu'à 500 000 abonnés, qui fait live de 2 heures pour insulter un business, même si tu es mécréant, comment, tu vas aller retirer, non? Donc ça va monter, la courbe va monter ou ça va descendre. Donc, participer à tuer quelqu'un ne peut pas être une gloire. Et quand tu as tes mains tachées de sang, tu peux soigner ta propre mère et elle va mourir. Mais tu t'as soigné, mais elle est morte. Parce que son jour est arrivé en français facile. Tu peux aider quelqu'un et son business est tombé malgré le fait que tu l'as aidé. Tu peux soutenir quelqu'un et la personne va disparaître malgré que tu l'as soutenu. Mais lorsque tu mets tes énergies pour combattre quelqu'un et que la personne disparaît vraiment, est-ce que c'est bien? Donc, il a été plus combattu que aider. Tout le monde pouvait le soutenir et il va tomber malgré le fait qu'on l'a soutenu. C'est pas parce que tu as le meilleur docteur auprès de toi que tu vas pas mourir. Moi qui suis en train de vous parler, j'ai créé des business moi-même.
qui sont tombés. Moi, j'ai créé des programmes, j'ai lancé, et jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas donné. J'ai tapé poteau. Moi qui suis en train de vous parler. Vous connaissez seulement mes business qui ont marché, mais personne ne connaît mes business qui ont échoué. C'est pourquoi à Google, il y a un cimetière qu'on appelle cimetière de Google. Allez-y chercher à savoir. C'est la somme de tous les projets que Google a lancés et que ça n'a pas donné. Je vous informe que ça dépasse 10 000 projets. Que Google, même avec Larry Page et Sergey Brin, ils ont mis 10 millions de dollars, 20 millions de dollars en tentant de développer quelque chose et ça n'a pas marché. Et Google met ça dans ce cimetière. Tout ce que nous on connaît, c'est Alpha et l'entreprise, mais c'est Alphabet. Alphabet. C'est ça. Et après, on a Google. Oui. Mais il y a des entreprises que Google a financées à des millions d'euros. Ça n'a pas donné. Donc, pour ma part, demain matin, si un jeune ambitieux crée un projet en Afrique, il vient m'expliquer et que de façon intentionnelle, je me suis dit ça là, si ça marche, ça va aider. Moi, je vais aider. Si ça tombe, je m'en fous, je continue. Si ça tombe pas, haya. Seulement, c'est l'éducation. Donc, monsieur, tu n'as pas investi dans un projet, pourquoi parler du projet? Moi, mes 100 millions là, s'il m'envoie ça, je vais prendre. Et je profite de lui dire que je veux mes 100 millions. Si ça donne là, il n'a qu'à donner. Tout l'argent que je faisais, tout le coaching, je ne faisais que mettre là-bas. Je n'avais pas de banque à l'époque. Mais après, la madame et moi, on était assis comme ça, on se regardait. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, on a voulu réussir, point. On a voulu réussir. Donc, on change encore de cap. Je me rappelle qu'un jour, j'ai fait une émission où je disais que quand mon enfant aura ses pains, tu sais qu'à cause de l'ai plus mal, mon enfant est allé à l'école à 6 ans. À 6 ans, l'enfant était à 6 ans. Parce que tout l'argent que j'avais, je mettais là-bas. Et l'enfant avait 4 ans. Ça n'allait pas. Wow. J'ai dit donc, je dois reprendre. Et j'ai dit que niet, tant que l'école ne sera pas une école extrêmement chère, je ne vais pas le scolariser. L'enfant est assis à la main. À 6 ans que nous, on a envoyé notre premier fils à l'école. Parce qu'il fallait qu'on reprenne tout à zéro. On regardait l'enfant comme ça. Il dit, tout ton argent là, moi je mettais ici. Hein? Mais haya, voilà que ça a donné ça. Et donc, on a repris. Donc moi, je ne voulais même pas commenter. Les gens parlent, moi je suis là. Demain matin, moi je suis là pour aider. Ce n'est pas parce que je vais t'aider que tu vas réussir. Tout à fait, ça va. Je ne te garantis pas ça. Mais tout ce que je puisse faire pour un être humain, wallah, demain matin, je vais le faire. Tu m'as payé? Non. Je me suis assis. Tout à fait. Parce que je me dis que ça va aider quelqu'un. Donc, this is the reason why. Donc, pour moi, c'est une histoire que le PDG peut sortir encore, donner des détails, il est vivant. Je pense que s'il veut, il peut sortir, expliquer encore, faire des émissions pour expliquer. Voilà, moi, j'étais un investisseur. Et moi, j'aimerais savoir, où est-ce que vous prenez toute cette énergie pour être aussi généreux? La générosité, je crois que c'est tout ce qu'il faut. Tu ne perds rien en étant généreux. C'est vrai que je suis souvent, bon, pas victime avec grand V, mais tu peux aider des gens qui vont. Mais ce que les gens aiment dire, quand tu ouvres les yeux d'un aveugle, la première chose qu'il va jeter, c'est le bâton. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc, il ne faut pas t'attendre à ce que les gens reviennent te dire merci, merci. Fais le bien. Do the good as you can. Il faut faire le bien comme tu veux, au maximum, partout, avec toutes les personnes que tu rencontres. Ça va toujours aider. Toujours. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que moi, je ne fais pas buzz. Je ne clash pas quelqu'un. Depuis que je suis sur les réseaux, je prononce rarement même le nom de quelqu'un. Telle personne. Non, je m'en fous. On doit construire. Ce n'est pas en dénigrant quelqu'un que toi, tu seras respecté. Mais il y a des gens qui sont spécialistes en dénigrement d'autrui. Donc, ça, ce n'est pas bon. Même les fous sur la voie, nous, on ne veut pas les cogner. Quand tu roules ta voiture, tu n'as même pas envie de cogner un fou. Parce que quand tu cognes un fou, tu as raison. Hein? Quand les gens viennent là, ils vont dire que mais est-ce que tu as envie de cogner un fou en circulation? Tu l'évites. Parce que tu n'as pas envie de te salir les mains. Donc pour moi, plus tu es généreux, plus tu te charges. Plus Dieu, l'univers communique avec toi. Plus tout ce que tu fais va marcher. Donc la générosité, quand tu as l'occasion d'être généreux, il faut être. Et je me rappelle quand je lisais Tasmin, même s'il a un peu modifié l'histoire Ndian, Gibril Tasmi dans l'épopée Sundiata, et Sundiata, l'histoire de Sundiata qui a été racontée par Gibril Tasmin, et c'est vrai que
à la fin, je me suis rendu compte qu'ils ont un peu diabolisé Soumaoro Kanté et pourtant, c'est pas quelqu'un à diaboliser. Mais la partie qui a beaucoup aidé, la femme buffle a donné son secret à un jeune qui a été généreux avec lui. Quand les gens partaient tuer la femme buffle, elle se transformait toujours en humain et après, elle se transforme en buffle, elle dévorait. Et alors que c'est celui qui devait tuer ce buffle-là, qui devait avoir la femme qui va accoucher le grand. Et le père de Soumdiata, quand il partait, il a vu une vieille qui souffrait. Et il a aidé la vieille. Et avant qu'il parte, la vieille a dit, mon petit, tous ceux qui passent ici, là, personne ne m'a aidé. En réalité, le buffle, c'est moi. Mais je vais te donner le secret de comment tu vas faire. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas être généreux et sortir perdant. Ouais, c'est beau ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Thank you. Donc, c'est très enrichissant, c'est toujours très, très enrichissant de discuter avec vous. Donc, pour sortir de cet échange, si vous êtes invité au restaurant et que vous devez y aller avec 3 personnes, vivantes ou décédées, avec qui est-ce que vous souhaiteriez y aller? 3 personnes décédées? Vivantes ou décédées, peu importe. Ah bon? Comment on va aller au restaurant? Si ce n'est pas un restaurant métaphysique, si c'est des personnes décédées, c'est pour aller communier spirituellement. Aussi, si vous voulez. Donc, pour moi, c'est des personnes qui me donnent de la joie. Je pense que si c'est les 3 personnes, je vais qualifier mes enfants d'une personne. Mes enfants y seront. Ma femme, qui m'a permis d'avoir ses enfants, y sera. Et ma mère sera invitée. Pourquoi la mère et pas le père? Oui, mais parce que vous savez que quand tu as limité, si tu avais dit 10 personnes, ah, ok, d'accord. Le père allait figurer sur la liste. Mais tu m'as dit 3. 3. Il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. Et ce soir, c'est la mère parce que, bon, c'est elle qui conçoit, c'est elle qui donne toute l'énergie. Et c'est elle vraiment l'usine, hein. Donc, tu as vu quelqu'un, tu as vu sa mère. Tout être humain que tu vas voir, tu vois déjà la mère de cette personne. Quand tu vas voir la mère de cette personne, quand tu vas écouter l'histoire de sa mère, tu vas savoir que c'est ça. C'est pourquoi, si tu veux savoir ça, regarde les familles polygames. Pourquoi dans les familles polygames, là, c'est pas tous les enfants des femmes qui... Si c'est tous les enfants qui réussissent au même niveau, on peut dire que c'est le père. Le père, ah oui, c'est vrai. Mais tu vas voir une famille de 4 femmes, mais il y a une femme là, ses enfants là, attention, hein, ça passe. Et il y a l'autre là, donc du coup, il faut respecter vraiment ce côté féminin, le boulot que les femmes abattent là, c'est beaucoup. Nous les hommes aussi, on donne la sémence, mais à la fin, c'est la terre qui héberge. C'est pourquoi les rituels que les initiés font à la fin des récoltes, c'est de dire merci à la terre d'avoir porté ses semences et tout, jusqu'à ce qu'on ait à manger. Donc, on donne des sacrifices de poulet ou de l'eau. On dit merci à la terre. Mais c'est la même chose aussi. À la fin, quand l'enfant réussit, on dit merci à la femme qui est la terre, qui a germé et tout. Donc, du coup, entre papa et maman, on commence par maman et après, on monte. Mais papa, on le rend hommage aussi. Merci beaucoup, coach. Merci d'avoir fait ce travail de quête personnelle pour venir nous les servir sur un plat comme ça. Parce que là, vous nous étalez tout ça de manière assez simpliste, mais il y a un vrai travail de fond qui a été fait. Et vraiment, merci beaucoup pour le temps, une fois de plus, que vous m'avez accordé, que vous nous avez accordé pour éclairer la lanterne des jeunes Africains qui ne demandent que à apprendre de votre expérience. Donc, là, on arrive au thème de notre... Oui. Le dernier niveau, c'est de dire à tous ceux qui vont suivre cette émission que c'est le cadeau que je puisse les donner. On ne se verra pas... Je ne peux pas garantir qu'on se verra physiquement parce que c'est des milliers de personnes. Tout à fait. Mais on peut se voir physiquement ici et spirituellement ici. Parce que lorsque je l'ai écrit, je l'ai manuscrit. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare de personnes qui manuscrivent les livres. Hein. Ce livre a un manuscrit. J'ai écrit avec la main. Après, on a tapé. J'ai écrit. La majeure partie. Parce que c'est mon esprit. C'est vraiment qui je suis, ce que je veux que les gens soient. Oui. Donc, du coup, je pense que cette vibration que j'ai mis ici, tenir le livre, lire, vous rentrez en communication avec moi de façon spirituelle.
Et beaucoup de gens disent j'ai rêvé, j'étais vu un rêve et tout. Donc, je travaillerai vraiment à reprendre vraiment sur le level spirituel. Donc, c'est pourquoi je recommande ça sur Amazon à tous ceux qui vont suivre cette émission et à tous ceux qui ont l'occasion de la voir parce qu'on va travailler. Le livre a un programme de vie, donc sur 9 chapitres. Et chaque chapitre, tu peux passer 5 ans sur chaque chapitre. Donc, du coup, ce n'est pas un livre à lire et déposer. Et je serai là pour vous aider aussi à atteindre les objectifs que vous devez vous fixer. Super, en tout cas la messe est dite. Je vous demanderai juste de compléter ma phrase. Une personne qui ne lit pas est une personne morte, hein? Ok. Une maison sans livre, c'est une maison. Mais c'est une tombe. Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Il y a trop de balles aujourd'hui, c'est compliqué. Trop de balles. C'est compliqué. En tout cas, il y a beaucoup de tombes. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut réussir à exhumer tout ça grâce aux différents livres. En tout cas, moi, la phrase que je retiens, et celle qui m'avait accroché chez vous, c'était quoi? C'était en 2021. Et cette phrase, je l'ai toujours gardée à l'esprit. Vous avez dit, le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes, mais le monde est mauvais à cause des bonnes personnes qui ne font pas leur travail. C'est ça. Elle est tellement profonde, cette phrase. Parce que dès lors que les bonnes personnes commencent à faire leur travail, les choses changent. Donc, merci beaucoup pour tout. À vous le merci. Merci à la réalisation. Ouais. Merci à ma femme qui m'a assisté derrière les caméras. Merci vraiment à vous tous. Merci à toute la jeunesse africaine. Je crois fermement à votre succès. Vous allez réussir, nous allons réussir. Ne laissez personne dire que vous n'allez pas réussir. Ensemble, c'est notre génération. C'est nous la jeunesse africaine. On doit bosser, on doit lire, on doit fouiller dans la sagesse, on doit prendre notre avenir en main, on doit venger nos parents, on doit venger nos mères, on doit venger nos tontons, on doit venger nos tantes, on doit même venger nos présidents, on doit venger nos dévanciers en réussissant afin vraiment de pouvoir les dire merci et les aider. Donc c'est à nous vraiment de faire pause sur certaines choses vraiment qui ne vont pas nous apporter de la joie et de travailler dur et de nous aimer et vraiment on va réussir. Donc je crois fermement. Donc tous jeunes Africains, I really love you. We're gonna succeed together. Yes sir. Bah écoute, ma personne personnelle c'était Valère Beya, c'est le coach Simon Ouedraogo en direct de Ouagadougou. À l'instant où on fait cette il est déjà 22h. Et le coach est toujours là, sachant qu'il a eu une journée très compliquée. Mais il est là, je pense que la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est donner de la force, envoyer des ondes positives. Et au-delà de ça, vous connaissez le rendez-vous. Ce week-end de l'écrivain, bon, on va faire les pieds et les mains. Si le coach peut au moins venir donner la bénédiction, 5 minutes, il s'en va. Vous allez payer quand même, les 14 millions seront payés. Ça, en tout cas, dès qu'on reçoit l'onction là... Voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Déjà, félicitations pour ça. Merci. Donc, l'équipe, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. Les éditions Argent Livre vous donnent rendez-vous pour le week-end de l'écrivain les 5 et 6 juillet 2025 dès 9h à l'hôtel Azalaï de Ouagadougou. Un événement incontournable qui met en lumière les auteurs et entrepreneurs africains avec plus de 1500 participants attendus, des conférences et masterclass exclusives et une formation sur l'écriture. Contact 70 30 17 74 ou 61 57 73 47.